Veuillez vous lever. L'audience du 3 juin est maintenant ouverte. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Mme la greffière. Veuillez vous asseoir. Tout à fait. Donc, identification des parties pour les besoins de l'enregistrement. Bonjour, Monsieur le commissaire Alexandre Thériault-Marois pour la commission. Bonjour. Bonjour, Charlotte Delaurier-Goulet pour la commission. Bien. Bonjour, M. le commissaire. Bonjour à tous. Sébastien Laprise, Langlois avocat pour la Société d'assurance auto. Bonjour, Audrey Gagnon, Langlois avocat pour la société également. Vous avez repris votre souffle. Absolument. Oui. Je suis contente que vous le notiez. Merci encore pour hier. Merci. Ça fait plaisir. Fort apprécié. Faites Lebel, bonjour. Bonjour, Marie-France Lebel de Bernard-Roy pour le procureur général du Québec. Merci. Bonjour, monsieur. Alors, on va vous assermenter. Ensuite de ça, Maître Thériault-Marois va vous interroger. Vous affirmez solennellement de dire la vérité et toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Vos noms et occupations. Alors, mon nom est Jean-Marc Perrotte. Je suis retraité depuis le 5 juillet 2018 de la Société de l'assurance automobile du Québec. Merci. Votre témoin. Alors, bonjour, Monsieur Perrotte. Tel que mentionné, je m'appelle Alexandre Thériault-Marois. Pour la commission, je vais vous poser certaines questions concernant votre implication personnelle dans le projet CASA. Mais avant toute chose, si on pouvait faire des présentations un peu plus exhaustives, nous faire état de votre formation académique ainsi que votre expérience professionnelle là, de façon générale. OK. Alors, moi, en 1984, j'ai obtenu un baccalauréat en relations industrielles. J'ai fait jusqu'à l'automne 87 2-3 petits emplois à la Ville de Québec, au ministère de l'Éducation, au ministère de l'Enseignement supérieur. Puis c'était, bon, dans le pilotage de systèmes. Puis, bon, principalement, c'est à la Société de l'assurance automobile, à partir de l'automne 1987, que j'ai commencé là, ma carrière, d'abord comme professionnel. Puis j'ai travaillé à partir de ce moment-là du côté des utilisateurs, ça veut dire du côté affaires, et c'était sur différents projets que j'ai menés jusqu'à 2006 où je suis devenu cadre pour encore le même domaine dans l'implantation de solutions d'affaires, pilotage de systèmes. Alors, bon, dans les projets, juste en nommer quelques-uns, là, comme professionnel, j'avais travaillé sur le projet de permis de conduire avec photo et jumelage avec la RAMQ. Après ça, j'ai travaillé sur... Ça a duré à peu près 5 ans. J'ai travaillé sur l'informatisation du contrôle du transport routier. Alors, eux autres étaient arrivés, les gens, en 91 à la Société. Puis, ils arrivaient avec leur pad de constat d'infraction. Puis, ils étaient presque 100% manuels, sauf les informations qu'on leur donnait sur les conducteurs et immatriculation. Ça se faisait, autrement dit, avec un centre d'appel à la Société. Alors, on a informatisé les balances, ce qu'on appelait là, les postes de contrôle, et les véhicules. On a mis des terminaux véhiculaires. Alors ça s'est fait de 96 à 2001. Encore là, à peu près 5 à 6 ans. Alors, le permis avec photo, c'était à peu près 25 millions. Le contrôle routier, c'était un projet d'à peu près 21 millions. Après ça, j'ai commencé en 2001 jusqu'à 2006, avant d'être nommé cadre. J'avais appliqué sur un concours. Alors, là, on a travaillé sur... Le projet s'appelait la réfection des points de service, là, du réseau des points de service de la Société. Ça veut dire qu'on refaisait les 45, l'aménagement des 45 centres de service. On prenait les écrans verts, puis on les remplaçait par des ordinateurs, mais il faut comprendre que le système permis, immatriculation, perception restait
autrement dit, sur l'ordinateur. Mais là, on avait quand même ajouté des fonctions comme, bon, la photo. Les gens pouvaient payer avec nous, on appelait ça le TPV, c'était le terminal de point de vente. Là. Ils pouvaient payer par guichet leurs transactions. Alors, il y avait comme ça des choses qui avaient été ajoutées. Toute la gestion documentaire, là, les procédures, les gens pouvaient aller voir ça. Alors ça s'est fait de 2001 à 2006 à peu près, puis on a terminé par l'implantation chez les mandataires. Alors, la société, il y a 45 centres de services, mais il y a à peu près 110 mandataires. Mais là, si on reprend donc la période 2006 qui va nous mener jusqu'au début du projet CASA vers 2014, donc là, est-ce que vous occupez les mêmes fonctions à ce moment-là comme cadre? C'est là, autrement dit, de 87 jusqu'à 2006, c'est professionnel comme chargé de projet. Pas chef de projet, je n'étais pas responsable des budgets. Puis les échéanciers, c'était les cadres qui géraient les projets. Moi, je représentais l'utilisateur au niveau des solutions d'affaires du pilotage. Mais là, pour la période donc postérieure à 2006. Après ça, quand je suis devenu cadre en 2006, en décembre, alors là, j'étais toujours à l'accès au réseau routier. J'ai toujours été de ce côté-là à partir de 87. Et là, autrement dit, on gérait des projets avec des équipes. Là. On gérait, autrement dit, à la société, il y avait ce qu'on appelait un plan d'investissement qui permettait de modifier les systèmes, que ce soit des changements aux lois, comme ça, vous avez sûrement dû entendre parler de la table de la sécurité routière. On ramenait les examens de conduite obligatoires. Bon, il y avait différentes... le cellulaire interdit, les amendes de grande vitesse, bon, tout ça. Alors, ça, les projets de loi, mais il y avait aussi des projets d'optimisation. On avait, autrement dit, là, je me rappelle de mémoire, c'était peut-être 40-50 millions par année. Puis là, c'était pour les projets de loi, puis aussi les optimisations qu'on faisait au système, entre guillemets, nous on les appelait les vieux systèmes, là, les systèmes qui étaient là depuis 84, avec lesquels on travaillait. Alors, moi, j'ai... Peut-être dans les projets plus notables, là, il y a eu le permis plus, le permis de conduire plus. Là. Ça s'est fait, autrement dit, là, je dirais là, exactement les dates. C'est peut-être au tournant de 2010-2011. Alors ça a été quand même un gros projet où, en fin de compte, le permis de conduire devenait un titre de voyage pour aller aux États-Unis. Mais M. Perrotte, je vous interromps un instant, là, simplement pour bien comprendre. En 2014, votre titre exact, c'est quoi? OK. C'est, autrement dit, c'était directeur du permis de conduire et de la gestion de l'identité. D'accord. Alors, j'avais des vis-à-vis. Oui. OK, j'avais 2 autres personnes qui s'occupaient de l'immatriculation, puis une autre personne qui s'occupait des systèmes médicaux sanctions qui touchent le permis de conduire. De quel niveau de cadre, ça? C'était 3. Cadre 3. Cadre 3. Et vous avez combien de personnes sous votre supervision? Bon, on avait, je dirais, ça fluctuait, mais c'était aux alentours de 30-40 personnes. Puis on avait des gens, autrement dit, à la direction, chacune des directions avait un contrat où on pouvait aller chercher 2-3 personnes, des gens de l'externe pour quand les projets fluctuaient, puis on n'avait pas assez de monde, c'est ça, des contractuels. Puis on avait aussi des gens qui venaient des directions opérationnelles, là, les centres de services, tout ça. Alors, ils venaient nous aider à faire les essais avant d'implanter les solutions. Bon. Et là, si vous pouvez nous faire la ligne hiérarchique jusqu'à la présidente et chef de la direction. Oui. OK. À ce moment-là, toujours en 2014. 2014. Alors, au-dessus, bon, il y avait Alain Collerette. C'est le dernier cadre, en fin de compte. Quand j'étais dans la structure permanente, lui était cadre 2. De niveau 2. Après ça, il y avait Céline Girard, c'était ma vice-présidente, là, qui s'occupait de l'accès au réseau routier. Puis au-dessus, bien, il y avait Mme Tremblay, la PCD. Là. Parfait.
Et donc, peut-être terminer votre présentation personnelle par Renault ARR. Ouais. Nous dire qu'est-ce que c'est, quelle était votre implication en quelques mots seulement. OK. Ben, c'est que, autrement dit, aux alentours là, de mémoire, on était aux alentours, je pense, de 2010. On commençait à parler et à regarder le remplacement des vieux systèmes. Donc, ils appelaient ça la Renault ARR. Renault pour rénovation, ARR accès au réseau routier. Puis c'est ce qui est devenu rapidement le plan de pérennité qu'on a déjà, je pense qu'il a déjà été fait mention à la commission, là. Alors, le plan de pérennité, c'était un développement maison, c'était pas un PGI, et c'était de remplacer tous les vieux systèmes sur à peu près 10 ans. On commençait par le dossier personne, l'immatriculation, perception, le permis de conduire, puis je pense qu'on finissait par la gestion des rendez-vous. Puis ça devait se faire là, jusqu'en 2019 à peu près. Puis c'était à peu près ça, là, le projet, là. OK. Puis juste, on va parler de votre implication dans quelques instants. Peut-être, Madame la greffière adjointe, si on peut exhiber la présentation au vérificateur externe qui a été préalablement cotée sous 31P116 à la page 5. Et pendant qu'on y va, M. Perrotte, justement, là, vous l'avez dit en introduction, vous avez quitté la société en quelle année? OK. Moi, j'ai quitté le 5 juillet 2018. Parfait. Donc, à ce moment-là, le contrat était signé, le contrat cadre avec l'Alliance? Le contrat avait été signé de mémoire en mars 2017, pardon. Oui. Et, bon, moi, j'ai travaillé, comment dire, là, on a quitté, une fois que le contrat a été signé, on a quitté la structure permanente. Puis là, on est embarqué, on était prêté, on a commencé à travailler pour le projet. Vous avez fait quelques mois dans le projet CASA à ce C'est moment-là. un an, à peu près un Parfait. an. Bon, alors, on va regarder, si vous voulez bien, la présentation. Si vous voulez bien, vous n'avez pas vraiment le choix. La présentation que vous avez devant les yeux qui détaille les différentes étapes là, du processus d'appel d'offres. Donc, on a, et vous avez entendu les témoins, on a entendu M. Nicolas Vincent qui nous a fait part là, des différentes étapes de A jusqu'à H. Pourriez-vous nous dire sur ces étapes, parmi ces étapes là, sur lesquelles vous avez été impliqué? OK. Là, je vous relance la question. C'est Bien sûr. ici, quand on parle de la rédaction de l'appel d'offres, parce que la brique, il a fallu, autrement dit, la rédiger, c'est comme avant A. C'est ce que je comprends, là. Non, ma compréhension, c'est que ça serait plus à C, là. La rédaction de l'appel d'offres et le C. Mais écoutez, dites-nous simplement, M. Perrotte, sur quelles étapes vous avez été impliqué, puis on fera les distinctions qui s'imposent. OK. Bon, moi, dans la mémoire que j'ai été impliqué à partir de D, et l'évaluation des critères essentiels, E, et G et H. Là, G, une fois qu'il y avait eu le dialogue compétitif, on avait des offres amendées. Puis là, il fallait revoir la qualité. Puis après ça, aller du côté de l'adjudication. Mais tout à l'heure, là, je ne veux pas discuter de ça 2 heures, mais la A et B, tant qu'à moi, c'était une vérification par le secteur des contrats. Oui. Qui validait avec les clauses contractuelles si les firmes, les alliances, je devrais dire, se qualifiaient, là. Alors, tantôt, quand je parlais de la rédaction de l'appel d'offres, c'est avant A. Parce que, autrement dit, on a travaillé là-dessus pendant quand même plusieurs mois. Et là, on a produit un appel d'offres qui, lui, a été publié. Puis là, il y a eu 3 alliances qui ont confectionner des soumissions. Puis pour moi, c'était l'étape où, là, on recevait les soumissions
Et là, il y avait une vérification qui était faite de certaines clauses. Puis ça, comme je vous disais tantôt, c'était le secteur là, chez Sylvie Chabot là, qui s'occupait là, des contrats. Madame Chabot, à la gestion contractuelle. Contractuelle, c'est bien ça. Je vais vous poser la question autrement. Monsieur Perrotte, vous avez été impliqué dans les comités aviseurs? Oui. Et le comité de sélection? Oui. Et vous avez, à ce titre-là, procédé à l'évaluation de la qualité des soumissions déposées par les soumissionnaires? C'est bien ça. Parfait. Vous n'avez pas été impliqué dans le dialogue compétitif? Absolument pas. Mais vous avez repris l'évaluation de la qualité suite aux soumissions modifiées qui ont été déposées? C'est exact. OK. Et on verra là, votre rôle précis pour ce qui est de l'adjudication par la suite. Maintenant, puis là, vous avez ouvert la porte tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est qu'avant le processus d'appel d'offres, il y a eu, je vous suggère, une phase d'évaluation des coûts et de définition des besoins, hein, pour définir les processus à la société. Est-ce que ça, vous ou un membre de votre équipe a été impliqué dans cette phase-là? Bon. Moi, en fin de compte, on a dégagé une personne du côté affaires. Là. Cette personne-là, c'était Claudia Genois, qui travaillait à l'époque dans la structure permanente pour moi. Donc, c'est une employée syndiquée de la société? Absolument, une professionnelle qui était, à l'époque, chef de service là, dans ma direction. Alors, et là, je m'excuse de vous interrompre, mais quand vous dites dans la section affaires, là, juste pour qu'on se comprenne bien, là, on fait bien référence ici à la structure à l'intérieur de la société qui s'occupe permis, immatriculation, etc., là, ce que vous avez fait mention tout à l'heure. C'est tout à fait ça. C'est autrement dit, dans l'appel d'offres, on présentait, vous avez entendu parler j'ai entendu des témoins dans les jours précédents, la petite maison intégrée. Là. Alors, nous, on était une ligne d'affaires, c'était permis, immatriculation, l'accès au réseau routier. Voilà. Il y avait l'indemnisation, il y avait le contrôle routier, il y avait l'informatique, il y avait, Alors, nous, on était à l'accès au réseau routier, puis Claudia Genois, quand elle a été prêtée, elle était responsable pour le côté affaires, sous Manon Couture, qui était responsable de l'appel d'offres. Là. Oui. OK. Alors, qui était dans le projet. Alors, elle, Claudia, était responsable de faire rédiger... Madame Genois. Madame Genois, pardon. Oui. De faire procéder à la rédaction de tous les processus d'affaires qu'on allait mettre dans l'appel d'offres pour, après ça, permettre... aux alliances d'analyser ça, puis de regarder, qu'est-ce qui est vanille, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis éventuellement d'identifier les RICEF, puis d'arriver à une proposition avec un coût. Madame Genois, comment elle faisait pour... Parce que je comprends qu'elle n'avait pas fait ça souvent, là, ou en tout cas, un projet comme celui-là n'arrive pas à toutes les années. Effectivement. Comment elle faisait pour savoir comment définir les besoins, définir les processus d'affaires, aller dans le bon niveau de détail, pas trop, okay. pas moins. Okay. Comment elle faisait? Bon, alors, il avait été décidé là, que par les autorités que la firme SAP allait venir donner une formation sur le PGI. C'était potentiellement un des PGI qui pourrait éventuellement, être soumis. Donc, la firme était venue donner comme de la formation à plusieurs employés, là, pas juste des employés du côté affaires, mais aussi des employés à l'informatique, parce qu'à l'informatique, il y avait également des processus à définir. Alors, elle, Claudia, elle a eu cette formation-là. Puis, il y avait aussi avec l'équipe, dans l'équipe de M. Malenfant, il y avait des gens qui avaient été, autrement dit, des contractuels qui avaient été engagés, qui connaissaient très bien les PGI, les processus, puis jusqu'à quel niveau on devait se rendre pour permettre, en fin de compte, aux alliances de faire une évaluation de nos besoins et éventuellement, une proposition. Puis parmi ces contractuels,
Perrotte, est-ce que vous pouvez nous nommer des personnes qui ont formé vos employés Oui. à cet effet? Alors, il y avait, du côté affaires, il y avait Louise Savoie. Elle s'est trouvée, en fin de compte, à accompagner Claudia et tous les professionnels qui écrivaient les processus, puis d'identifier, moi j'appelais ça le bon niveau où descendre, parce que il faut comprendre un processus, il y a plusieurs couches, on peut descendre très bas, on peut descendre à différents niveaux. Alors là, c'était de trouver le bon niveau pour que après ça, les alliances puissent regarder les besoins, puis quantifier, qu'est-ce qui est vanné, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis éventuellement le nombre de RICEF, puis combien ça coûtait en bout de ligne. Donc alors, là, si je récapitule, oui. M. Perrotte, puis je vous reprendrai, mais avant même le lancement de l'appel d'offres, SAP, qui au final va participer à l'appel d'offres et va l'obtenir, est venu donner de la formation à vos employés. Ils étaient accompagnés également de Louis Savoie, contractuel, qui avait de l'expérience préalable avec SAP, pour définir le bon niveau de détail à insérer dans vos documents d'appel d'offres. Okay. Moi, dans la chronologie, je dirais Oui. qu'il y a eu la formation. Après ça, Oracle, qui était, à l'époque, c'était SAP et Oracle, qui étaient comme les deux gros joueurs au niveau des PGI dans le monde. Puis Oracle, aurait pu probablement être invité aussi, donner de la formation, elle aussi, la firme. Puis, mais ça n'a pas été le cas. Là, ça ne l'a pas été, c'est SAP. Mais eux, une fois que la formation a été donnée, ça a duré un certain temps. Eux, ils ont quitté. Puis c'est les gens, alors j'ai nommé Louise Savoie du côté affaires, mais il y avait aussi Madeleine Chagnon qui était plus du côté, je pense, TI. Là, à l'époque, elle assistait les gens de ce côté-là. Puis, eux autres nous accompagnaient, autrement dit, c'était Claudia Genois qui était, qui était au-dessus de tous les professionnels qui écrivaient les processus, mais pour la validation puis aller dans les bons niveaux de détail, c'était avec ces deux personnes-là qu'on travaillait. Là. Puis là, tantôt, vous m'avez posé comme question à quel niveau j'ai participé. Là. Alors, moi, je n'écrivais pas, puis c'est Claudia et les professionnels qui écrivaient les processus, mais une fois que ça a été écrit, il y avait une annexe dans l'appel d'offres, tous les processus se retrouvaient là, puis il y avait l'appel d'offres avec tous les besoins. Alors, moi, je me suis trouvé, en fin de compte, à valider, là, puis là, c'est quand on dit valider, c'est page par page. Moi, j'avais validé ça de mon côté, mon patron, Alain Collerette, l'avait validé. On s'était assis avec Claudia Genois, mon patron et moi, avec Céline Girard, puis on avait un cahier là, avec l'appel d'offres, puis on tournait page par page. Puis finalement, il y a eu des rencontres au niveau du comité de direction. Puis l'appel d'offres, autrement dit, avant d'être publié, ça a été validé jusqu'à ce niveau-là avec Mme Tremblay, puis les VP. Puis là, c'était le même principe, c'était page par page. Les gens posaient des questions, puis là, il y avait, des ajustements, puis tout ça. Alors, on comprend de votre gestuelle là, qu'il ne s'agit pas d'un document d'une dizaine de pages. Là. Non, c'était vraiment là, une brique. Là, et puis quand on vient rajouter les processus, là, on était rendu à un mur de briques. Processus qui ont été définis, on se le rappelle, avec l'aide de SAP. Là, Non, je vais m'objecter à la question. Là. Écoutez, on est très tendancieux dans cette affirmation-là. On ne recherche pas la vérité, là. On suggère au témoin, puis ce n'est pas la réponse que le témoin a donnée. Le témoin, ce qu'il a dit, c'est qu'il y a eu une formation qui a été livrée par SAP, et ensuite, on a défini les critères. SAP ne tenait pas le crayon, là. C'est ce que j'ai compris de la réponse du témoin. Vous ferez la preuve. Alors, je vais permettre la question, puis en contre-interrogatoire, vous ferez les ajustements nécessaires. Je veux juste aviser les gens, les objections, là. On n'est pas dans un tribunal, on est dans une commission d'enquête, et je permets à toutes les parties de rectifier s'il y a quelque chose qui est injuste. Je ferai la même chose de tous les côtés. Poursuivez.
Alors, en tout état de cause, M. Perrotte, donc, la brique auquel vous faites mention, donc je rappelais le moment de votre témoignage, je vous ai dit, ça a été fait suite à une formation, donc, de SAP qui a été donnée à vos employés. Oui, mais moi, de mémoire, parce que là, bon, on parle de quelque chose qui s'est fait là, il y a plus que 10 ans. La formation, elle a été donnée, puis les gens de SAP, bon, ont quitté. Puis là, après ça, on a commencé tout le processus. En tout cas, au niveau des processus, surtout, là, je sais peut-être que des gens à l'interne avaient déjà commencé à écrire des bouts là, de l'appel d'offres parce que, bon, il y avait la partie administrative, contractuelle, je devrais dire, puis il y avait les besoins, puis tout ça. Mais c'était rendu avec les gens, Louise Savoie, Madeleine Chagnon, qui étaient déjà là avec nous dans le projet, là. J'aurais dû le faire là, suite à l'objection. Là. Je vais juste faire la mise en garde suivante. C'est pas une mise en garde, là. C'est-à-dire, je le dis à peu près à tous les témoins pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Une question ne fait pas preuve devant moi. On s'entend? Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec la formulation d'une question, je vous invite effectivement, et là je suis ce que Maître Laprise dit, OK, dans le cadre de la recherche de la vérité, à rectifier une question, qu'elle vienne d'un procureur de la commission, qu'elle vienne même de moi, OK, ouais, je vous le dis, et ou qu'elle vienne des partis. Ça va, ça? OK. Donc, bon, et comme on dit, ce qui fait preuve, par exemple, on peut vous suggérer, faire un énoncé. Si vous êtes d'accord, puis vous me répondez oui, bien moi, la question devient de la preuve parce que vous avez acquiescé. Okay. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous en prie, dites-le moi. OK. Bien, quand la question a été posée, j'allais rectifier, mais monsieur l'avocat de la société l'a fait avant moi. Il n'était pas là, autrement dit, SAP, quand il n'était pas là avec nous quand on rédigeait les processus. Là. Moi, c'est vraiment, on a eu une formation, puis après ça, on a parti dans les travaux de rédaction, puis ça s'est fait avec les gens qui étaient déjà là. Ça a été très clair. Vous l'avez très bien exposé. SAP est venu faire une formation, former vos employés. Ils sont venus avec Mme Savoie, si mes notes sont exactes. Parfait. Et ensuite de ça, vous avez mis également le commentaire à savoir que l'autre éditeur mondial, qui est Oracle, n'a pas fait la même chose. Moi, c'est ce que j'en preuve. Ben, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils n'ont pas été invités. C'est un des deux qui a été invité. Qui est venu former votre personnel. Oui, c'est ça. D'abord, vous pouvez poursuivre. Et Madame Savoie, simplement pour clarifier, là, vous avez parlé des contractuels dans le projet, puis vous avez dit, si je ne m'abuse, corrigez-moi, mais Mme Savoie était davantage affaires, Mme Chagnon davantage informatique. C'est ça? C'était la perception que j'avais parce que Louise Savoie, quand le projet a débuté, elle était assise avec nous, puis tantôt on parlera de qu'est-ce qu'on faisait rendu là, mais là, on était assis avec l'Alliance à détailler les processus puis à essayer d'identifier le RICEF le plus précisément possible. Elle était assise avec nous, avec les équipes à faire, alors que Madeleine, elle était plus du côté du bureau de programme, puis je pense qu'elle assistait aussi les gens de l'informatique, mais ça, je pourrais pas. C'était l'impression que j'avais, là. Mais même si Mme Savoie, elle est... vous percevez qu'elle est davantage du côté affaires, elle n'est pas... elle relève tout de même du bureau de projet. Elle est avec l'équipe de M. Malenfant. Elle ne relève pas de la même direction que vous, là. Effectivement. Elle est, autrement dit, elle était, quand nous, on appelait ça le bureau du programme, là. À l'époque, il n'y avait pas le nom CASA, donc bon. Mais elle avait été, autrement dit, c'était quelqu'un qui était engagé avec M. Malenfant, puis qui venait nous assister du côté affaires. Est-ce qu'en quelques mots, monsieur, puis peut-être qu'on pourrait revenir à la présentation, s'il vous plaît, nous expliquer, dans le cadre du processus d'évaluation de la qualité des soumissions,
Donc, vous avez pointé tout à l'heure là, les étapes D, E et G. Quel est le rôle, comment ça fonctionne de façon générale et quel est le rôle du comité aviseur dans un premier temps et le rôle du comité de sélection dans un second temps? OK. Alors, bon, au niveau de l'étape D et E, alors, c'était d'évaluer, les comités aviseurs, eux, avaient un morceau de l'ensemble seulement. Alors, prenons un exemple. Moi, j'étais sur le comité aviseur CSP pour contrôle et surveillance des personnes. CSP. CSP. Alors, ça touchait le permis de conduire, ça touchait le médical, les sanctions. Alors, nous, on avait un morceau des réponses faites par les alliances, OK? Puis, on allait évaluer la qualité de ces réponses-là. Avec moi, j'étais accompagné de professionnels qui connaissaient, en fin de compte, ce domaine-là. Alors, sur le comité aviseur, on était chacun chez nous, parce que là, évidemment, on pouvait pas, c'était pas... Autrement dit, il n'était pas question de faire ça à travers l'ouvrage normal, là. On était dégagés, on était chacun chez nous et on lisait cette partie-là. Puis là, on avait des grilles sur... le projet nous avait prêté un ordinateur. On avait toutes les grilles avec les critères sur l'ordinateur. Puis là, une fois qu'on avait lu les 3 soumissions, pour chacun des critères, on venait y mettre une note. Puis là, on notait aussi des commentaires. Là, après coup, une fois qu'on avait fait l'évaluation individuellement, on se réunissait au siège social, puis on avait un secrétaire qui était une personne là, qui travaillait pour Mme Chabot là, au contrat. Alors, elle faisait le tour de table, on faisait un consensus, on parlait de chacun des critères, puis à la fin, si on avait des commentaires, on les partageait tous ensemble, puis on les mettait dans notre documentation pour que, par la suite, ça parte et que ça transite vers le comité de sélection qui, J'ai probablement dit, là, mais en tout cas, je ne l'ai pas noté. Votre comité CSP, c'est combien de personnes? Bon, dans le comité CSP, nous étions 4. Oui, de mémoire. Là, Pour vous aider, peut-être qu'on va montrer un document là, qui l'image bien. Parfait, je l'avance peut-être. Non, mais il n'y a pas de problème. 31 P118, donc ça a déjà été coté. On va aller à la page... Peut-être on va commencer par la page 6. Donc, si vous voulez l'avoir devant les yeux, M. Perrotte, là, voilà, exactement cette présentation-là. Okay, merci. Comité aviseur, parfait. Donc, vous devriez voir à l'écran. C'est peut-être plus facile à l'écran compte tenu qu'on a... C'est en couleur. Malheureusement, votre document est en noir et blanc. Oui. Donc, si on regarde peut-être... un premier comité aviseur, là, celui service professionnel SP1. Bien, là, ici, on était... Moi, quand on parle, tantôt, Monsieur le commissaire, si on parlait de CSP, ça, c'était les processus de contrôle et surveillance des personnes. Moi, je le voyais dans le deuxième item, là, affaires fonctionnelles. Oui, on va y aller dans un instant. Okay. Et là, pour l'instant, on voit votre nom qui apparaît comme consultatif là, pour ce comité aviseur-là. Oui. Est-ce que vous avez un mémoire là, de votre implication? Oui, c'était, en fin de compte, là, c'est... de mémoire, c'était les gens qui allaient... les gens de l'Alliance qui allaient travailler en miroir avec nous pour réaliser le projet. Quand on parlait de « two in the box », c'était, autrement dit, comme moi, en tant que leader CSP, j'allais avoir un team lead de l'Alliance. Puis c'était, autrement dit, les services professionnels, c'est
toutes les personnes à partir de Carl Malenfant, il y avait son vis-à-vis, puis là, on descend, puis jusqu'à tous les... que ce soit l'informatique, que ce soit gestion du changement, formation, permis, immatriculation, nommons-les tous. Là. Alors, c'était les ressources qui allaient venir travailler avec nous. Alors, on avait leur CV, on lisait ça, on notait ça. Après ça, je me rappelle que dans le deuxième tour, il y a eu les entrevues. Okay. Bon. Mais là, je comprends qu'ici, pour ce comité aviseur, est-ce que je comprends bien? En fait, vous êtes consulté relativement à l'évaluation de la qualité de ce qui va être, de la personne qui va être votre vis-à-vis dans le projet. C'est ça. Parfait. Mais moi, de mémoire, parce que là, on voit bien en bas, là, consultatif, c'était, là, je me rappelle pas, moi, sur le comité aviseur, parce que ça, c'était on parlait des comités aviseurs, moi, je me rappelle pas d'avoir regardé ceux, par exemple, les vis-à-vis de M. Malenfant ou Mme Foldesbusk. Ça, c'était plus sur le comité de sélection, parce que là, sur le comité de sélection, on va y venir tantôt, oui. c'est l'ensemble de l'œuvre. Mais ici, c'était plus mon team lead pour, en fin de compte, quand dans le projet, on allait commencer les travaux. Là. Très bien. On va aller à la page suivante, s'il vous plaît. Encore. Pardon, la page 8. Voilà. Donc, nous avons ici les comités aviseurs affaires fonctionnelles. Et là, vous faisiez référence au comité aviseur CSP, M. Perrotte. Oui, c'est bien ça. Donc, on le voit à la gauche, la deuxième case. CSP, bon, on l'a dit, contrôle des surveillances de personnes. Puis AMD, c'était autre mandat. Alors là-dedans, c'était les vignettes pour personnes handicapées qui sont reliées à l'individu et non au véhicule. Alors ça, en fin de compte, moi, je me trouvais à être éventuellement leader de ce bâton. Là. On appelait ça les bâtons rouges. Ça veut dire ces processus fonctionnels d'affaires. Alors là, on analysait les soumissions avec Denis Asselin, Francine Brousseau, Joanne Lachance, qui étaient... c'est des gens qui travaillaient à l'époque pour ma direction, puis qui étaient des experts dans ces domaines-là. Okay. Donc là, vous, votre nom est en rouge parce que vous êtes le leader de ce comité aviseur? C'est ce que je comprends, la couleur. Là. Si je vous amène, là, si vous allez voir à la droite là, du... Oui, c'est moi, ce que je comprends, c'est je prends comme Diane Bronsard, elle, au niveau véhicule, elle s'occupait dans la structure permanente. Tantôt, je disais, j'avais deux vis-à-vis, là. Bien, elle s'occupait... Alors donc, on devait identifier ici comme étant le responsable, mais en fin de compte, là, on est sur un comité de sélection, d'aviseurs qui lie des parties de soumission, puis là, il n'y a pas la notion, tu sais, il n'y a pas la notion de hiérarchie, là, dans le sens que moi, je lisais les soumissions, comme les trois autres personnes, puis on s'assoyait après ça, puis on faisait critère par critère les trois alliances l'une à côté de l'autre, puis là, on donnait une note, puis c'était toujours consensuel. On discutait tant qu'on n'arrivait pas à un consensus, puis là, c'était pas... je suis Jean-Marc Perrotte, le boss, puis on a trois notes, puis une quatrième, puis c'est moi qui décide la note finale. Là. C'était... Moi, j'étais au même niveau que ces personnes-là, puis on arrivait toujours à un consensus. C'était l'objectif recherché. Je comprends ce que vous dites, M. Perrotte, mais dans les faits, dans la structure hiérarchique de la société, il y a quand même un lien hiérarchique entre vous et Mme Lachance, Mme Brousseau et M. Asselin. Vous êtes leur supérieur? Absolument. Mais là, ce que vous dites, c'est que vous tentez d'enlever ce chapeau de supérieur hiérarchique lorsque vous entrez dans le comité aviseur. C'est absolument dans le sens que on était là dû à notre expertise. Donc, le niveau hiérarchique n'était pas
impliqué du tout. Alors, moi, j'avais une expertise, Denis Asselin en avait une, Francine, Madame Lachance aussi. Donc, on était, je dirais, les meilleures personnes pour analyser les réponses faites par les soumissionnaires. Puis on arrivait donc assis à table, on avait fait toutes nos lectures, on s'était généralement, en tout cas moi je me rappelle pas d'avoir appelé des gens. De toute façon, on était chez nous, alors là, on n'était pas au bureau. Puis là, on mettait ça en commun, puis on arrivait à une réponse qu'on mettait dans la grille avec le ou la secrétaire. C'est quoi les implications à ce moment-là d'être nommé leader du comité aviseur? Qu'est-ce que ça... Ben moi, dans mon esprit, c'était pas leader ici du comité aviseur. Là. Quand je dis leader, j'étais pas le boss du comité aviseur. Là. Moi, j'étais éventuellement, pourquoi il est en rouge, c'est peut-être que on devenait plus tard des bâtons rouges. C'est moi, j'avais été nommé leader pour CSP-AMD des bâtons rouges. Alors là, mais il n'y avait pas de niveau là-dedans hiérarchique. Là. Qui vous nomme? Qui vous nomme sur ces comités aviseurs? Bon. Qui nous nomme, moi, de mémoire, ça venait au-dessus du bureau de programme. Puis ça venait aussi sûrement, bon, compte tenu de nos expertises, peut-être que les gens ont été, quand je dis les gens, c'est les lignes d'affaires ont peut-être été aussi consultées, mais ça je dirais, je n'étais pas dans le secret des dieux, là, mais... De façon plus explicite, quand vous dites que ça vient d'en haut du bureau de programme, ça veut dire qui, ça? Bien, en fin de compte, c'est toute cette structure-là de comité aviseur, c'était de mettre les bonnes personnes, les gens qui connaissaient ces processus-là. OK? Alors, donc, probablement, moi, on me l'a demandé pour les 3 personnes qui sont là, mais comme moi, qui a décidé que j'étais là-dessus, c'est probablement du côté de Caroline Foldesbus, Carl Malenfant. Ils en ont peut-être parlé avec Céline Girard, Alain Collerette, qui étaient mes patrons. Puis c'était en fin de compte de trouver les gens qui étaient les mieux placés pour évaluer les soumissions, les réponses, puis de donner des notes ensemble. Je remarque que sur votre comité aviseur, il n'y a pas, donc vous avez dit, là, c'est uniquement des employés internes de la société, il n'y a pas de consultants externes. Ici, là, quand vous dites ça, on parle de ces processus-là, ces comités aviseurs-là. Oui. OK. Ben, est-ce que ça a toujours été le cas, M. Perrotte, dans votre comité aviseur, qu'il y ait uniquement des employés internes de la société? Bien, sur CSP-AMD, c'était ces noms-là. D'accord. Ça n'a pas... Il n'y a pas eu d'autres noms qui ont bougé, mais tantôt, dans la page précédente, on voyait qu'il y avait... il y avait des gens en contractuels qui étaient là. Vous, à un moment ou à un autre, sur un comité aviseur, est-ce que vous avez été appelé à siéger avec un consultant externe de la société? Oui. Tantôt, là, vous l'avez montré quand j'étais consultatif. On peut peut-être aller voir la page 6. C'était Madeleine Chagnon qui était là. On la voit ici, là, c'est SP1. Alors, Manon, c'était de l'interne, Caroline, de l'interne, Madeleine Chagnon, elle était externe, Louise Savoie, était externe, Danny Schill, c'était interne, puis tous les autres, après, c'était interne. Et qu'est-ce qui s'est passé là, relativement à Mme Chagnon? Est-ce qu'il est arrivé un événement concernant l'implication des membres externes sur les comités auxquels vous siégez? Ici, Monsieur le commissaire, je ne sais pas si on peut référer à des témoignages qui ont eu lieu la semaine dernière. Alors, moi,
la semaine dernière, j'étais devant mon poste de télévision, puis j'ai écouté Nicolas Vincent. Oui. Bon, puis Nicolas Vincent, il a fait état d'événements là, qui ont été notés, je pense, par des secrétaires de comités, en tout cas. Mais moi, à un de ces comités-là, j'avais remarqué un peu ce que M. Vincent a mentionné, c'est que c'était souvent les mêmes personnes qui parlaient. Puis au niveau des notes, on retrouvait des notes qui étaient souvent plus faibles que le reste des gens qui étaient dans le comité. Alors, moi, suite je pense après la première rencontre, on avait toujours accès au groupe à Sylvie Chabot, Vicky Maranda, les secrétaires. Puis moi, j'avais noté à ces gens-là, puis là, de mémoire, il me semble que c'était à Sylvie Chabot à qui j'avais parlé, là. Mais là, en tout cas, il y avait la vérification interne qui était là, qui observait, mais c'était plus, à mon avis, de mémoire, le groupe de Sylvie Chabot. Puis moi, j'avais mentionné, j'avais dit, moi, si c'était que de moi, j'enlèverais tous les contractuels de ces comités-là, puis je garderais les gens à l'interne. À l'interne, il y a tout ce qu'il faut pour évaluer. Puis, bon, puis là, les rencontres d'après, moi, j'ai pas revu de contractuel. OK? Alors, est-ce que je suis le seul à avoir formulé ce commentaire-là parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là? Puis quand j'écoutais Nicolas Vincent la semaine dernière... Vous reconnaissiez, là, quand il faisait état de... Moi, personnes. je reconnaissais ça, mais est-ce que d'autres ont pris les devants de parler à Sylvie Chabot comme moi je l'ai fait? Ça, je l'ignore. Mais les réunions d'après... ces personnes-là, en tout cas sur les comités, moi, sur lesquels j'étais, n'étaient plus là. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont resté sur d'autres comités? Est-ce que ça, je l'ignore complètement, là. D'accord. La charge de travail, monsieur, puis là, je ne vous parle pas du comité de sélection, mais bien du comité aviseur. Ça représente quoi comme charge de travail? Est-ce que vous devez être libéré? Est-ce que vos employés qui sont là... Là, je comprends que ce n'est plus nécessairement vos employés au sens du lien hiérarchique dans le comité aviseur, mais est-ce qu'eux aussi sont libérés pour faire du travail sur le comité aviseur? Autrement dit, à partir du moment où les 3 soumissions sont arrivées, tous les comités avaient été préparés là, avec les noms qu'on voit. Puis les gens avaient un ordinateur avec les grilles, les soumissions, puis ils sont partis chez eux. Autrement dit, c'était impossible de réaliser ce travail-là en restant assis à son bureau. Premièrement, tout le monde serait venu nous parler des dossiers en cours puis dans nos fonctions normales. Alors donc, c'était les lectures, c'était à la maison. Puis là, on avait des calendriers. Tous les calendriers avaient été produits. Alors, on avait tant de temps pour lire nos sections puis tout ça. Puis, il y avait déjà des rencontres qui étaient cédulées. Ça, tout ça, ça se faisait par le groupe Sylvie Chabot, là, avec Nicolas Vincent en a parlé. Là, il cédulait toutes les rencontres au siège social de tous les comités. Puis là, il fallait s'assurer comment dire, quand on arrivait là, d'avoir pris connaissance de l'ensemble de l'œuvre, d'avoir noté, puis donné des commentaires. Puis là, après ça, après coup, bien là, on siégeait, puis là, on déboulait ça, puis eux autres prenaient ça, là où la secrétaire prenait ça en note. Puis là, après ça, bon, ça partait jusqu'au comité de sélection. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les gens qui sont nommés sur des comités aviseurs spécifiques, c'est en fonction de leur expertise particulière sur ce volet des documents d'appel. Absolument. Alors, comme les 3 personnes avec moi, là, Francine Beauceau, c'était le permis de conduire.
Denis Assin, c'était médical de sanction. Alors, chacune des personnes avait des expertises. Puis, bon, moi aussi, en tant que patron, là, quand je dis patron, c'est directeur pour avoir œuvré sur plusieurs projets pendant des années dans ces domaines-là. Là. Okay. Puis là, parce que tantôt, dans la question, c'était une charge de travail quand même importante, là. Puis il fallait s'assurer de respecter les échéanciers. Moi, je me rappelle pas de fois où quelqu'un a appelé pour dire « Ah, on n'est pas prêt, ça serait-tu possible de nous donner du temps de plus? » On était chez nous, là, c'était un peu comme le pré-pandémie, là. On se levait en pyjama, puis on s'assoyait devant notre ordinateur, nos soumissions, puis on travaillait, puis on s'organisait tous pour que, quand la réunion était cédulée à Québec, d'y aller puis de donner nos notes. Okay. Vous avez dit que vous étiez également sur le comité de sélection. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres membres du comité de sélection qui avaient déjà été impliqués au préalable dans les comités aviseurs? Bien, moi, à ma connaissance, nous étions sur le comité de sélection 3 personnes de la société. Oui. Puis là, est-ce que je peux nommer les noms? On va les exposer tout à l'heure, de toute façon. Bon, OK. En tout cas, c'était Alain Dubé, Claude Lantier et moi-même. Puis moi, de mémoire, Claude Lantier, lui, était retraité, mais il avait accepté de participer là, à l'aventure de l'appel d'offres. Puis, il n'était pas, à ma connaissance, sur d'autres comités aviseurs. Mais Alain Dubé, on a vu son nom tantôt, lui était également, comme moi, sur d'autres, autrement dit, pas juste sur le comité de sélection, mais 1, 2, je ne sais pas combien, là, j'ai vu son nom tantôt, sur des comités, mais lui, c'était dans son domaine d'expertise en technologie de l'information. Là. OK. Donc, vous, c'est davantage côté affaires, lui, c'était davantage côté ça. TI. Exactement. Bon. Si on pouvait revenir à la pièce 31 P118, cette fois-ci à la page 10. On fait état ici, puis là vous avez la présentation devant les yeux, c'est-à-dire qu'on a fait pendant plusieurs diapositives le tour des comités aviseurs. Et là, on voit ici le groupe d'intégration, soutien et coordination. Quelle est votre connaissance là, des activités de ce groupe, M. Perrotte, les interactions que vous avez eues avec eux? Bien, moi, de mémoire, c'est que eux autres avaient... ils lisaient ou ils prenaient connaissance de tout ce qui était produit par les comités aviseurs, puis ils en faisaient comme une intégration. Puis tout ça pour après être présenté, pas en présentiel, là, mais un document au comité de sélection pour nous aider, autrement dit, dans l'évaluation des soumissions. Moi, mais cette partie-là, j'ai essayé de m'en rappeler, là, mais ça fait quand même 10 ans. Puis je me rappelle de Claudia Genois parce que pourquoi elle était là, c'est qu'elle avait travaillé à la rédaction de tous les processus d'affaires. Donc, quand on parle de groupe d'intégration, c'était vraiment être horizontal. Puis alors, là, dans chacun des secteurs, c'était des gens qui étaient, là, comment on pourrait dire, là, des kingpins, là, au niveau, là, c'était comme un niveau au-dessus des éléments spécifiques qu'on retrouvait dans chacun des comités aviseurs. Okay. Quand vous allez être de l'autre côté, dans le comité de sélection, donc, le produit du travail des comités aviseurs et du groupe d'intégration, soutien et coordination, ça vous est transmis sous quelle forme? Qu'est-ce que ça... Comment l'information vous est transmise? Ça, c'est...
je pourrais pas me rappeler, là. Je me rappelle pas que c'était des notes. Tu sais, il me semble pas que c'était des notes qui étaient données, là. C'était plus, tu sais, ils prenaient connaissance de la vingtaine de comités aviseurs, puis ils venaient comme commenter. Mais ça, ce bout-là, je me rappelle pas vraiment, là. Mais est-ce que vous êtes capable de nous dire si, comme membre du comité de sélection, est-ce que vous recevez les porte-paroles ou les leaders des comités aviseurs ou encore les membres du groupe d'intégration, soutien et coordination qui viennent vous faire une présentation verbale du travail, ou c'est plutôt sous forme écrite, vous recevez des notes? Ça, pour ma part, c'était écrit. D'accord. Et cet écrit-là transitait par qui? Bien, c'était toujours le même canal. Autrement dit, ces gens-là étaient comme un comité, puis ils avaient un secrétaire qui travaillait, un ou une secrétaire qui travaillait pour le secteur de Sylvie Chabot. Qui est à la gestion contractuelle. Gestion contractuelle. Puis là, ça cheminait comme tous les autres documents vers le comité de sélection via ces personnes-là. Nous, on avait sur le comité de sélection également un ou une secrétaire, puis de chez Sylvie Chabot, puis ça transitait par ces personnes-là qui nous présentaient là, le fruit de ces travaux-là. Et aviez-vous accès par la suite, disons, là, vous êtes au comité de sélection, puis vous recevez des notes, comme vous dites, mais vous avez des questions. Est-ce que vous avez accès à des membres des comités aviseurs ou du groupe d'intégration, soutien et coordination pour leur poser certaines questions plus précises, plus pointues? C'est ce qu'on nous avait mentionné, là, quand je dis on nous avait mentionné, c'était du côté de Sylvie Chabot, là, c'est que on avait la possibilité de demander, peu importe qui, d'avoir, autrement dit, accès à ces gens-là, si on voulait avoir de l'information. Alors, moi, de mémoire, c'est arrivé pour des choses pas dans ce comité-là, mais pour des choses bien particulières, plus techniques. Quand vous dites pas dans ce comité-là, vous faites référence, vous avez pointé l'écran, là, vous faites référence au groupe d'intégration. C'est ça. Moi, je me rappelle pas que, suite à l'analyse de leurs biens livrables, qu'on ait rencontrer ou parler à quelqu'un de spécifique dans ces personnes-là. Mais dans d'autres, puis là, c'était des choses très techniques, là, comme, je sais pas, l'exemple, la redondance ou la relève en cas de sinistre. On avait des fois des questions très pointues, puis ce n'était pas... de mémoire, là, ce n'était pas en présentiel. Ça se faisait par téléphone. On avait une pieuvre là, au milieu de la pièce. Là. On était les 7 avec les secrétaires puis les auditeurs qui ne parlaient pas, là, vérification interne, externe, qui écoutaient. Puis c'était au centre, puis là, on leur posait des questions, puis eux autres, bon, ils nous répondaient, puis là, ça nous permettait de finaliser notre évaluation. Là. Bien. Madame la greffière adjointe, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, exhiber les documents qui s'intitulent « Engagement solennel des membres du comité de sélection ». Pendant qu'on y va, M. Perrotte, vous faites référence là, à la pieuvre, votre local, etc. Il y a un certain secret quant à votre local, à votre identité comme membre du comité de sélection? Absolument. Nous, on était localisés, c'était l'ancien, on appelait ça le bunker à la société, là, où étaient produits les permis de conduire avec les machines qui permettaient de les imprimer puis de les poster. Donc, c'était un local au rez-de-chaussée qui était sécurisé. On ne pouvait pas rentrer sans avoir une puce bien spécifique qui nous permettait d'ouvrir la porte. Puis, toutes les rencontres qu'on a eues ont eu lieu là. OK? Jamais, bien, je dis jamais, c'est faux. Moi, à un moment donné,
ma conjointe s'était cassé la jambe, puis il avait fallu que je n'avais pas pu... Vous lui avez avoué que vous étiez membre du comité de sélection? Non. C'est que là, j'avais pas pu me déplacer physiquement. Alors, j'avais été autorisé par c'était Vicky Maranda, la secrétaire, à rester chez nous. Puis je leur parlais. Puis je me rappelle, pourquoi je m'en rappelle, c'est que ça avait été infernal parce que quand on a un ordinateur, le micro, tous les crayons, toutes les choses qui bougent, eux, ils m'entendaient très mal. Puis, alors, mais bon, on répétait, puis bon, mais sans ça, c'était toujours dans ce local-là, c'était sécurisé. Puis moi, en fin de compte, j'avais dans la structure permanente, là, j'avais été remplacé par quelqu'un. Donc, moi, je n'allais plus à mon bureau. Puis, quand j'allais à la société, je filais là. Ou sinon, s'il fallait aller voir, admettons, Sylvie Chabot pour X nombre de raisons. Mais à 99% du temps, c'était tout ce qui se passait concernant le comité de sélection, c'était dans ce local-là. Puis, quand une fois que, admettons, une étape était finie, ils nous faisaient signer nos documents. Puis ils imprimaient nos documents parce que c'était tout sur l'ordinateur, les grilles, puis tout ça. Puis, toutes les signatures, ça se faisait dans ce local-là aussi. Mais là, dans les faits, là, est-ce que c'était... Je comprends qu'il y avait une certaine confidentialité entourant vos travaux, mais dans les faits, est-ce que c'était connu par vos collègues que vous étiez membre du comité de sélection? Quelqu'un qui s'est demandé à un moment donné, il est où Jean-Marc, là? Bien, c'est sûr que c'était pas où est Charlie, c'était où est Jean-Marc. C'est que, comme Nicolas Vincent l'a mentionné, c'est que, tu prends quelqu'un, puis, hop, puis il disparaît du jour au lendemain. Bien, je veux dire, Alors, même, tantôt, on regardait les 3 personnes de CSP-AMD qui travaillaient avec moi. Ces gens-là, avaient travaillé sur l'écriture des processus puis tout ça. Bien là, eux autres aussi, tout à coup, du jour au lendemain, disparaissaient. Alors, c'était... pour les comités aviseurs, ce n'était pas caché parce qu'il y avait une présentation avec tous les noms, mais le comité de sélection, au début, nous étions 3 membres de la société, 2 externes du gouvernement d'anciens du gouvernement du Québec. Puis après ça, 2 autres qui se sont rajoutés, donc 7. Bien, je vais vous arrêter un instant. Oui, justement, okay. Ils sont à l'écran, donc on va, pendant que vous les nommez, on va être un peu plus explicite. Madame la greffière adjointe, si vous pouvez descendre un peu, on va aller voir les noms, les signatures au bas de chaque page. Maître, est-ce que vous cotez cette pièce? S'il vous plaît, donc sous 34 P133. Merci. Évidemment, on ne verra pas les signatures, M. Perron, on va voir les noms. Donc, le premier est M. Adrien Bédard. Il est mentionné qu'il provient de l'externe. Donc, peut-être nous dire d'abord qui est Adrien Bédard. Pourquoi est-ce qu'on fait mention de externe ici? Bon, autrement dit, M. Bédard, c'est un des 2 membres qui ont travaillé au gouvernement du Québec, qui était donc externe à la Société de l'assurance automobile. Quand on dit externe, c'est pas consultant ici, c'est externe de notre organisme, la SAAQ. Et lui a été ajouté de mémoire en août 2016. Nous, on avait commencé à 5, 3 de l'interne, 2 de l'externe. Puis lui, M. Bédard, c'était les 2 qui ont été rajoutés en août là, pour faire 7 au total. Mais il signe le document le 24 mai 2016. Oui, mais là, peut-être que, nous autres, je sais qu'on avait commencé... quand il y a eu la signature du contrat, ça s'est fait en mars, on a eu les soumissions, puis on avait commencé à noter, là, en fin de compte. On donnait des notes, puis tout ça, puis... eux, c'est les 2 membres. Là. Il y avait M. Bédard, puis il y avait M. Betty. En tout cas, on va le voir tantôt. Il y en a un autre. Puis eux, se sont rajoutés
à nos travaux physiquement dans le bunker en nous. Mais pourquoi, eux, pourquoi on passe de 5 à 7? Quel est l'objectif? Bon, là encore là, moi, c'est une vision, ma vision de la chose, là, c'est que quand nous étions 3, Alain Dubé, Claude Lantier et moi-même, 2 externes, à ce moment-là, on aurait pu dire, bon, est-ce que on s'entend, les 3 de l'interne, pour prendre un alignement, puis on est majoritaire par rapport à 2 qui étaient de l'externe. Alors, moi, de la façon que je l'ai compris, c'est que on venait comme rajouter 4, 3 de l'interne, 4 de l'externe, puis comme ça, comme rajouter une couche de plus pour s'assurer de l'impartialité de tout ça. Là. Bon, puis là, quand vous dites 4 externes, c'est important, on l'a déjà dit, mais à ne pas confondre avec les consultants externes. C'est bien ça. D'accord. C'est vrai, c'est vraiment des gens de d'autres ministères et organismes. Absolument. Là, je sais que de mémoire, il y en avait qui étaient retraités. OK? Mais moi, de ce qu'on nous avait dit, il n'y a personne qui travaillait ou qui avait déjà travaillé là, pour, autrement dit, c'était des gens qui avaient été au gouvernement du Québec ou qui étaient retraités, mais c'était pas des gens qui étaient dans des firmes ou à droite, à gauche. Là. D'accord. Donc, on a M. Bédard, si on peut aller à la page suivante. Puis peut-être juste finir sur, Monsieur le commissaire, vous avez dit la date du mois de mai. Là, c'est que, en réalité, moi, ce que j'ai compris de l'histoire, c'est quand il a été décidé d'en ajouter 2, c'est qu'eux ont eu leur soumission, puis ils ont dû signer l'entente de confidentialité, puis ils sont partis lire. Puis là, quand, en nous, ils sont venus s'asseoir physiquement avec nous, ben là, tantôt, on en parlera où vous voulez que j'en parle tout de suite, mais tout le bout qu'on avait fait, les 5, en mai, juin, ou en tout cas avril, mai, juin, peu importe, là, on l'a refait avec les 2 qui se sont ajoutés. OK? Toutes les notes, autrement dit, qui ont été émises par les 5, on les a repris et on a regardé ça. T'sais, on n'a pas dit, nous, on arrivait à 8 sur 10, vous arrivez à 6 sur 10, ça fait moyenne 7 sur 10. On a repris tous les critères, puis on les a tous relus avec eux, puis on s'est entendu de façon consensuelle sur l'ensemble des notes. Très bien. Alors ça, il a fallu faire un rattrapage, puis ce rattrapage-là, je pense que c'est fait en août, septembre de mémoire de 2016. Parfait. Madame Amélie Bédard, est-ce qu'elle est membre du comité de sélection? Oui. Non, pardon. C'est Amélie Bédard. Elle était... elle travaillait avec... elle était prêtée, là. Elle travaillait avec Sylvie Chabot et Vicky Maranda. Puis elle prenait... elle n'était pas secrétaire du comité de sélection. Je pense que c'est Vicky Maranda qui était secrétaire. Elle prenait, en fin de compte, toutes les notes sur l'ordinateur, tous les commentaires. C'est elle qui nous assistait là-dedans. Mais vu ce rôle-là, donc, elle a signé l'engagement solennel. Là. Étant donné qu'elle était dans la salle avec nous. Là. Parfait. La page suivante. Bon, Michel Béthier. Alors, lui, c'est le 2e membre qui s'est ajouté pour faire 7. Alors, là, on regarde la date. Le 24, c'est la même date que tantôt. Alors là, après ça, il a dû ramasser ces 3 piles. Puis, parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est que ces documents-là, de mémoire, là, c'était physique, là. On avait les soumissions là, que je parle. Là. On recevait ça, on avait des copies physiques, puis là, ils nous avaient tout préparé ça, on partait avec ça, puis là, moi, chacun amenait ça chez lui, puis... puis encore là, vous avez une gestuelle, là, on comprend que c'est des cartables imposants. Oui, absolument. La page suivante. Madame Sylvie Chabot. Bon, Sylvie, elle venait... de mémoire, elle était directrice au niveau des contrats.
à la Société de l'assurance automobile du Québec. Puis elle venait des fois nous entretenir sur le comité, comme par exemple, je ne sais pas, s'il fallait écrire une note au ROC pour transmettre nos réponses, bien, elle venait comme nous répondre à nos questions, nous aiguiller, mais de mémoire, elle n'était pas secrétaire du comité de sélection. À ma souvenance, c'était Vicky Maranda. On va le voir peut-être tantôt. Page suivante. OK. Alors, Guy Chouinard, c'était un des deux externes du gouvernement du Québec, des deux premiers qui étaient là avec nous quand on a commencé. Là, on était à 5, 3 internes de la société, 2 externes du gouvernement du Québec. Donc, un membre un des 7 là, du comité de sélection. Parfait. Le suivant. Bon, Alain Dubé, il était à la VPTI, à l'informatique, donc l'expert là, du côté TI. Puis lui, il travaillait à la Société de l'assurance automobile du Québec. Bon, justement, il est à la VPTI. Là, son supérieur hiérarchique dans la vie de tous les jours, c'est qui? Ben, c'est Carl Malenfant. Dans la structure permanente, Monsieur Malenfant, il était VP des technologies de l'information. Puis lui, Alain Dubé, là, je me rappelle pas s'il était directeur ou directeur général, mais puis après ça, après l'appel d'offres, lui est embarqué sur le projet comme bâton bleu. Là, c'est les bâtons bleus, les bâtons rouges, c'est les affaires. Les bâtons bleus, c'était les technologies, du côté technologie de l'information. Là, ensuite, on a un autre engagement qui est un peu particulier. Là, c'est Mme Foldès-Busque, mais il a été classé avec les membres du comité de sélection. Pourtant, l'entête mentionne bien que c'est membre du comité aviseur. Ouais, est-ce qu'à votre connaissance, vous avez vu, vous, Mme Foldès-Busque, dans les comités de sélection? Jamais. Parfait. On va ensuite aller à la page suivante. OK. Alors, Claude Lantier, il était, lui, quand il a quitté la société, puis qu'il avait accepté d'embarquer sur le projet pour l'exercice du comité de sélection, il était anciennement directeur des ressources financières, qui a été remplacé par Mme Francine Lépiné après, là. Mais donc, lui, Claude Lantier, c'était un des 3 membre interne de la SAQ. Puis lui, son patron dans la structure permanente, c'était Yves Frenette, qui était VP aux finances, là, et qui était, bon, pour le comité de sélection, qui était ROC, là, les abréviations, je ne sais pas si on les a présentées. OK. La page suivante, donc... Madame Maranda, auquel vous avez fait mention. Oui. Alors, donc, elle, moi, à ma mémoire, secrétaire du comité de sélection, puis elle a travaillé pour Sylvie Chabot. La prochaine page, le nom risque de vous être familier. Effectivement, le barbeau à droite. C'est votre familier. nom. Et la dernière page. Alors, Guy Saint-Onge, c'était les membres dans les 5 premiers. Puis M. Saint-Onge, lui aussi, il avait évidemment de l'expérience comme on a vu tantôt avec les autres, là, en PGI, dans d'autres projets au gouvernement du Québec. Là. Bon. Alors, là, vous avez signé votre engagement solennel, vous, le 13 avril 2016. Est-ce que ça correspond, grosso modo, à la date de votre nomination comme membre du comité de sélection? Ou... Moi, à ma souvenance, oui. Là. Dans le sens que là, on n'avait peut-être pas... parce qu'il existait un bel échéancier de toutes les dates, là. Autrement dit, les dates de publication, à quel moment les soumissions entraient,
à quel moment on recevait, nous, comme membres du comité de sélection, les soumissions, puis qu'on partait. Alors, 13 avril, moi, c'est sûr que là, on n'était pas loin. Je ne sais pas à quelle date, Nicolas Vincent l'avait mentionné, la date de fermeture de l'appel d'offres. Il me semble que c'était en avril, mais c'était pas loin du moment où on allait recevoir notre boîte avec les 3 soumissions, puis qu'on allait lire ça à la maison. Là. Bon. Et sur quelle base vous êtes nommé? Vous êtes nommé par qui, puis pourquoi? Est-ce que vous avez levé la main? Est-ce qu'on vous a nommé comme le processus de nomination au comité de sélection? OK. Bon, c'est sûr que là, c'est pas un matin, on se lève, puis bon, ça m'intéresserait d'être membre du comité de sélection. Donc, c'était plus, moi, à ma connaissance, c'était du côté du projet. On voulait, dans le comité de sélection, avoir quelqu'un affaires, on voulait avoir quelqu'un technologie, puis on voulait avoir quelqu'un du côté ressources financières. Bon, ces volets-là, contrats, puis tout ça. Donc, moi, c'est sûr que j'ai une expérience depuis 1987 à la société. J'avais des collègues, là, moi j'avais 2 autres collègues là, qui travaillaient dans la structure permanente avec moi. Puis, bon, il y en a peut-être d'autres qui auraient pu faire également très bien le travail, mais moi je pense que, bon, c'est du côté de M. Malenfant qui ont dû parler avec les autres VP, OK, puis qui ont dû identifier des personnes qui voyaient, comment dire, ayant, bon, l'expertise, mais aussi, moi, j'avais déjà travaillé sur des comités de sélection comme le permis avec photo et jumelage avec la RAMQ. On avait fait un gros appel d'offres. Alors, j'avais de l'expérience déjà dans ce genre d'exercice-là. Alors, moi, c'est la compréhension que j'en ai. Puis, qui est venu me le dire, moi, physiquement, là, ça a peut-être fait ça comme ça, puis ça a redescendu. C'est que moi, ça a peut-être été jasé avec Carl Malenfant, les VP, Mme Girard, ma VP, puis c'est M. Alain Collerette qui était venu me l'annoncer. Votre supérieur immédiat. Mon supérieur immédiat dans la structure permanente, parce que là, je vous rappelle que tant que le projet n'a pas commencé, on relevait de la structure régulière à la société. Moi, après ça, quand le projet, le contrat a été signé, puis les travaux ont commencé, là, j'ai été prêté au projet. Je suis devenu leader CSP AMD, puis là, mes patrons sont devenus Caroline Foldesbus et M. Malenfant. D'accord. Et là, ça, parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous avez été remplacé dans vos fonctions habituelles. Oui. Bon, à quel moment M. Malenfant est devenu votre patron et que vous avez été remplacé dans vos fonctions habituelles? Ça, moi, je positionnerais ça, la signature du contrat de mémoire, on a dit mars 2017. Donc, moi, je dirais mars-avril, dans ces eaux-là. Parce que là, on a commencé, les aménagements avaient été faits pour mettre les équipes au Nord 2, Centre 2. Puis là, on était prêt, en fin de compte, à commencer les travaux. Tantôt, on en parlera de quels travaux il s'agit, mais... Je m'excuse, je pense que je vous ai mal compris, puis oui. Je veux simplement que ça soit clair. Là, vous êtes en train de nous dire que vous avez été remplacé dans vos fonctions pour être attitré au projet après la signature du contrat. Moi, j'ai été remplacé dans mes fonctions pour être sur le processus d'appel d'offres. C'est ça, mais vous avez été... Mais là, je relevais encore de la structure régulière. Voilà. Donc, là, c'était encore Alain Collerette, Céline Girard qui étaient mes patrons. Quand on a fait l'adjudication, on a su là, que c'était l'alliance LGS, IBM, SAP qui gagnait. Oui. Là, les travaux ont commencé. Alors, à partir du moment où les travaux ont commencé, moi, je situerais ça en avril-mai, 2017. OK?
parce que là, on avait terminé l'analyse des soumissions, on avait fait l'adjudication, puis le contrat, bon, on savait qu'il allait du côté de LGS, IBM et SAP. Alors là, on a commencé les travaux. Ça veut dire que l'Alliance est rentrée. Puis là, ils sont venus s'asseoir avec les gens de l'interne du projet. Donc, moi, je suis devenu, autrement dit, là, je n'étais plus directeur du permis de conduire et de la gestion de l'identité. J'étais devenu leader CSP AMD et j'avais des ressources à l'interne et des ressources de l'Alliance, mon team lead avec moi. Il y avait des professionnels de l'Alliance avec nous. Puis là, on a commencé les travaux. Mais ça vient plus tard. Là, on va se garder ça. Ça vient. Là, on se situe à peu près là, avril, mai 2017. C'est ça. Mais avant ça, toujours dans le processus de sélection, quand vous êtes membre du comité aviseur, vous êtes membre du comité de sélection, vous avez dit tout à l'heure, à un certain moment, vous êtes disparu de votre bureau, vous avez été remplacé dans vos fonctions. Bon, à quel moment vous étiez plus dans votre bureau, vous avez été remplacé par quelqu'un dans le cadre du processus de sélection? On se situe vers quelle date? C'est, autrement dit, dès qu'on a reçu les soumissions, on est allé chercher la boîte, puis là, moi, mon remplaçant a commencé à faire mon intérim parce que j'étais encore... Mes patrons, c'était encore l'accès au réseau routier. C'était Alain Collerette, Céline Girard. Mais j'étais sur le processus du comité de sélection, comité aviseur, pour faire l'adjudication avec une alliance. Donc, dès le moment où vous siégez sur le comité aviseur, vous êtes remplacé? Je suis remplacé par quelqu'un. Oui. Mais hiérarchiquement, je ne relève pas de M. Malenfant. Relevé M. Collerette. Et de Mme Girard. Mais je comprends que ce n'est pas votre nomination au comité de sélection qui engendre votre disparition sur le plancher puis votre remplacement. C'est même avant ça, lors du comité aviseur. C'est que moi, je l'ai su quand tantôt on parlait que Mme Genois était allée avec une équipe et faire l'écriture avec Louis Savoie des processus qu'on allait mettre dans l'appel d'offres. Moi, je savais déjà à cette époque-là que j'allais être sur le comité de sélection. Puis, moi, j'ai été appelé à valider l'appel d'offres. Autrement dit, la meilleure façon après être très au fait de ce qu'il y avait dans l'appel d'offres, bien, je veux dire, en l'ayant validé de la page 1 à la dernière page, quand on a reçu après ça les 3 soumissions, bien, là, on était ferré pour en faire l'analyse puis l'évaluation. D'accord. J'imagine que c'est une tâche importante, comme vous l'avez dit. J'imagine que c'est la même chose. À votre connaissance, est-ce que c'est la même chose pour les autres membres du comité de sélection? Ils sont libérés pour faire ces travaux? À ma connaissance, oui, pour Alain Dubé, parce que lui, il n'était pas ou il n'allait pas prendre sa retraite, mais M. Lantier... Il était déjà à la retraite? Il était déjà... En tout cas, il venait de prendre, je pense, sa retraite, puis il avait accepté de faire l'exercice qui pouvait durer 6 mois, admettons. Là, je ne sais pas les dates exactes, pour en reparler peut-être tantôt, mais lui avait accepté de faire cet exercice-là avant de quitter définitivement. Donc, lui, il avait déjà été remplacé à l'époque là, par Mme Lépinay parce qu'il prenait sa retraite, donc il l'avait déjà remplacé. Bien. Au moment où on vous nomme comme membre du comité de sélection, quelle est votre relation là, avec M. Malenfant et Mme Foldesbusque? Est-ce que c'est des gens que vous connaissez bien, avec qui vous avez eu des interactions régulières par le passé? Bien, je vous dirais que M. Malenfant, de mémoire, dans ma mémoire, il est arrivé 2013-2014 à la société. Là, je peux me tromper, là, mais lui, il était arrivé, en fin de compte, M. Léveillé, Michel, avait pris sa retraite. Puis lui, c'est M. Malenfant qui est venu, en fin de compte, comme VP aux technologies de l'information. Donc,
nous, on avait des projets dans la structure permanente. Tantôt, quand je disais on avait un plan d'investissement, on implantait des projets, on faisait des modifications quand il y avait des projets de loi, quand on continuait, on ralentissait parce qu'on savait que la transformation s'en venait. Mais alors, j'avais pas de relation directement avec lui, mais des fois, on se croisait dans le couloir, puis, tu sais, moi, je savais que c'était le VP aux technologies de l'information, puis lui, il savait qui j'étais, puis bon, pour ce qui est de Caroline Foldesbusk, elle est arrivée après, puis de mémoire, elle est arrivée en janvier. Puis si ma mémoire est exacte, c'est, il me semble, en 2016, en janvier 2016. Je ne sais pas si, en tout cas, vous êtes à même de corroborer la chose, mais elle, quand elle est arrivée, on savait qu'elle allait s'occuper du chantier des bâtons rouges. Donc, nous, dès qu'elle est arrivée, on a commencé avec nos gens de l'interne, on a commencé à lui faire des présentations, à la familiariser sur nos affaires, là, entre guillemets, qui sont devenues ses affaires avec nous. Alors, elle arrivait avec son bagage de PGI, de projets, bon, à l'Hydro-Québec, puis tout ça, puis elle a été engagée, puis on savait qu'elle allait être éventuellement notre patronne, puis qu'elle allait être la boss des bâtons rouges, mais aussi bâtons... il y avait des bâtons, là, je peux me tromper de couleur, là, mais verts ou jaunes. En tout cas, il y avait la gestion du changement, il y avait la formation. Elle se trouvait à être boss de ces gens-là. Puis elle était livraison 1, le back-office, livraison 2, permis maths. C'était elle, en fin de compte, qui se trouvait à chapeauter tout ce monde-là au-dessus de nous. Alors, quand on parlait dans les audiences de la commission, on parlait de Scrum, là. Oui. Bon, ben nous, quand on a commencé à travailler pour elle en avril ou mai, ben le Scrum, c'était à côté de son bureau, puis là, on allait là, chacun des leaders de la société et du team lead, là, son twin the box. On allait là, puis là, on suivait là, les travaux, tout ça. Mais je ne veux pas qu'on se devance sur cette partie-là, M. Perrotte. Peut-être juste une dernière question, puis je vous suggérerais une pause par la suite. Vous avez mentionné, j'ai cru comprendre, vous avez mentionné que vous avez été membre de comité de sélection par le passé. Vous aviez une expérience préalable? Oui, bien, je veux dire, là, on parle on avait tout à l'heure, pardon, je disais que on avait des firmes qui travaillaient avec nous quand il y avait plus de besoins. Alors, on faisait un appel d'offres, puis là, on travaillait avec les gens des contrats, puis on allait faire l'adjudication du fournisseur qui était retenu, mais on était aussi appelé, moi, j'étais appelé des fois sur d'autres comités quand il y avait justement des appels d'offres pour aller chercher pour tel projet ou aller chercher une firme de consultants pour avoir un bassin d'employés, mais également en 80... OK, mais je ne veux pas qu'on rentre dans les détails. Non, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était sur le projet, le permis de conduire, la photo sur le permis de conduire, puis la RAMQ. Ça, c'était aussi un appel d'offres, d'envergure, puis j'avais travaillé là-dessus. Là. Mais est-ce que vous avez eu, par ailleurs, une formation avant votre implication comme membre du projet, du comité de sélection sur le projet CASA? Est-ce qu'on vous a donné de la formation sur comment fonctionne quelles sont les règles applicables? Bien, on nous a expliqué là, tout ce qu'on voit dans les documents, les étapes, qu'est-ce qu'on allait faire à telle étape. Et, tout ça, on a eu cette formation-là. Qui était dispensée par qui? C'était, à l'époque, c'était des gens chez Carl Malenfant qui préparaient ces documents-là. Je me demande si c'était pas le bureau de programme, là. Puis avec les gens des contrats, là. La gestion contractuelle. La gestion contractuelle, là. Puis là, donc,
il y avait tout ça, mais on nous avait sûrement rencontrés là, pour toute la logistique. Vous allez recevoir vos boîtes, vous allez aller ça à la maison, vous allez revenir, puis ça va être à tel endroit dans la physique, puis la mécanique, parce que là, on travaillait tout avec des ordinateurs. Quand on mettait ça en commun, Amélie Bédard, elle affichait ça au mur, en tout cas. Puis là, c'est elle qui prenait les notes. Puis là, on s'entendait sur... Alors, tout ça, toute l'explication de ça, qui aurait des vérificateurs internes, externes, qui seraient auditeurs, puis qui n'étaient pas supposés parler, là, dans le sens qu'on disait bonjour en arrivant, on disait bonjour en sortant, mais, tu sais, eux autres, ils parlaient pas là, dans ces rencontres-là, là, en tout cas, de mémoire. Là. Alors, tu sais, pour l'explication de toute cette logistique-là, on a sûrement eu des rencontres, que ce soit avec, tu sais, Sylvie, Madame Sylvie Chabot, puis Madame Maranda, là, c'est oui, ça... Alors, on va rentrer là, dans le détail avec des questions plus précises sur vos travaux après la pause, ce que je vous suggère, M. le commissaire. Oui, donc pause de 20 minutes, je reviens à 11h20. Merci. Veuillez vous lever. Pause de 20 minutes.